La pauvre femme sans abri n'avait même pas de quoi acheter du pain pour ses 2 fils jumeaux, jusqu'à ce qu'un PDG millionnaire qui passait par là change sa vie à jamais. Le vent d'hiver mordait la peau, même sous plusieurs couches de vêtements. Mais Claire n'avait qu'un vieux manteau râpé, récupéré dans une benne à vêtements derrière une église du 9e arrondissement. Assise sur un carton humide, elle tenait serré contre elle ses 2 fils jumeaux, Léo et Jules, âgés de 4 ans. Leurs visages semblaient trop fins pour leur âge, les joues creuses, les yeux vastes et silencieux. Chaque matin, elle se postait au même endroit, à quelques pas de la sortie du métro Anvers, au pied de la butte Montmartre, là où les touristes pressés passaient sans regarder. Elle ne tendait plus la main depuis des semaines. À quoi bon? L'indifférence était plus lourde à porter que le froid. Avant, Claire avait une vie presque ordinaire. À 29 ans, elle avait été serveuse dans un petit café de Pigalle, la Tasse Rouge. Elle y travaillait depuis qu'elle avait quitté la faculté de comptabilité, interrompue par une grossesse non prévue et l'abandon brutal du père des enfants. Au début, elle avait tenu bon, emploi du matin, nourrice improvisée, nuit blanche entre 2 shifts. Mais un jour, un incendie d'origine électrique avait réduit à néant l'unique chambre qu'elle louait dans le 18e arrondissement. Le propriétaire, peu compréhensif, avait refusé toute aide ou délai de paiement. En quelques semaines, Claire s'était retrouvée dehors, les bras chargés de 2 enfants et le cœur noyé d'un silence épuisant. Elle s'était d'abord réfugiée dans des stations de métro ouvertes toute la nuit. Puis elle avait tenté les centres d'accueil, souvent saturés, parfois hostiles. Finalement, elle avait choisi ce trottoir, entre un marchand de souvenirs et une pâtisserie fermée, comme un territoire provisoire où elle pouvait au moins garder un œil sur les passants, chercher une brèche dans le mur du monde. Les enfants dormaient souvent sur ses genoux, les jambes recroquevillées, le souffle court. Claire chantait parfois tout bas, des berceuses qu'elle inventait au fil de la douleur pour faire oublier la faim. Elle ne pleurait plus. Même les larmes avaient fini par se lasser. Chaque journée commençait avec le même espoir minuscule. Trouver quelques pièces dans une bouche d'égout, ramasser un billet oublié, croiser un regard humain. Le reste n'était que routine. Les refus silencieux, les pas rapides, les murmures gênés. Certains lui laissaient une viennoiserie entamée, un gobelet de café froid, d'autres détournèrent le regard comme si la misère était une faute de goût. Ce matin-là, la lumière était pâle et tremblante. Le ciel semblait attendre quelque chose. Claire avait calé ses enfants contre le mur, à l'abri d'un courant d'air. Elle observait les gens qui montaient et descendaient à la rue de Steinkerk, entre 2 stands de souvenirs kitsch. Les jumeaux, eux, jouaient avec une boîte vide de bonbons, inventant des histoires de dragons et de navires en détresse. Leur voix basse, presque inaudible, était son seul réconfort. Un homme d'un certain âge, élégant, avait laissé tomber un ticket de métro usagé près d'eux. Claire l'avait ramassé par réflexe, espérant peut-être y trouver quelque chose de plus. Il ne s'était même pas retourné. Elle avait soupiré. Le monde semblait avoir oublié que sous ce manteau sale, elle était encore une femme, encore une mère, encore vivante. Mais ce jour-là, quelque chose flottait dans l'air. Claire le sentait sans pouvoir le nommer. Un frisson la parcourut lorsque Léo éternua, suivi d'un léger gémissement. Jules, lui, restait silencieux, fixant un pigeon avec une intensité presque animale. Claire ferma les yeux un instant, essayant de chasser l'angoisse. Elle n'avait rien à leur donner, pas même un morceau de pain. Une voiture de police passa lentement, puis s'éloigna sans s'arrêter. Elle connaissait ce regard. Un contrôle de routine, rien de plus. Elle n'était pas une priorité. Elle n'existait pas. Dans 1 heure, elle tenterait sa chance au marché de Barbès. Elle avait vu quelqu'un faire tomber des pièces hier. Peut-être aujourd'hui trouverait-elle de quoi leur acheter un croissant. Peut-être. Mais l'espoir, quand il est trop maigre, devient douloureux. Claire inspira lentement. Elle caressa les cheveux en bataille de Jules, puis ceux de Léo. Elle leur murmura « On tiendra encore un peu, mes cœurs, je vous le promets ». Elle ne savait pas que cette promesse, prononcée du bout des lèvres, allait bientôt prendre un sens inattendu. Pas encore. Pour l'instant, elle serrait ses fils contre elle, face à une ville immense qui semblait avoir perdu toute oreille. Mais parfois, même dans le froid le plus dur, une étincelle trouve un chemin. Le jour s'étirait lentement, sous un ciel gris qui semblait vouloir s'effondrer sur la ville. Claire connaissait bien ces heures mornes, où le temps ne passait que pour rappeler qu'il n'apportait rien. Les enfants s'étaient réveillés tôt, comme toujours, réclamant quelque chose à manger.
Elle leur avait promis un croissant si elle trouvait suffisamment de pièces. Promettre encore, c'était le seul luxe qu'elle pouvait se permettre. Elle avait fouillé les alentours de la station Anvers, les regards baissés, comme si elle cherchait des morceaux d'un trésor invisible. Quelques centimes ici, un ticket de métro abandonné là, et 2 jetons plastiques sans valeur qu'elle avait néanmoins glissés dans sa poche, par habitude. Ce maigre butin en main, elle avait décidé de tenter sa chance au marché. Le marché de Barbès, avec son agitation, ses cris, ses étals débordant de fruits et de pain, semblait être un autre monde. Claire s'y dirigea, en tenant Léo et Jules par la main, serrant les pièces comme un secret précieux. Chaque pas était une supplication, chaque coin de rue, une possibilité d'humiliation. Elle connaissait les regards que les commerçants lui lançaient, l'ombre du mépris mélangée à la peur qu'elle fasse fuir les vrais clients. Elle avait appris à les éviter, à parler le moins possible, à ne pas mendier mais à proposer d'acheter, même avec presque rien. Cela apaisait son orgueil, l'espace de quelques secondes. Elle entra dans une petite boulangerie au coin de la rue des Poissonniers. L'odeur du pain chaud, des brioches encore tièdes, envahit ses narines avec une violence presque cruelle. Léo et Jules restèrent figés à l'entrée, fascinés par les vitrines remplies de douceur. Claire s'approcha timidement du comptoir, posa ses maigres pièces et montra un petit pain rond à peine plus grand qu'une main d'enfant. Le jeune vendeur, un garçon d'une vingtaine d'années à l'air las, jeta un regard rapide aux centimes. Il haussa un sourcil, secoua la tête, puis repoussa les pièces du bout des doigts. Claire voulut expliquer, dire qu'elle reviendrait, qu'elle voulait juste nourrir ses enfants. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le vendeur la regarda sans animosité, mais sans compassion non plus. « Désolé, madame, ce n'est pas suffisant. Et puis, vous comprenez, vous ne pouvez pas traîner ici avec des enfants. Ça gêne les autres clients. » La honte l'envahit d'un coup, comme une vague glaciale. Derrière elle, Léo tira sur sa manche. « Maman, on a presque assez, non? Juste un petit bout. » Claire ne répondit pas. Elle ramassa les pièces d'une main tremblante, remercia d'un hochement de tête et sortit sans un mot. Le froid paraissait encore plus mordant dehors et la lumière plus crue. Les enfants marchaient en silence. Pas de plaintes, pas de pleurs, mais dans leurs yeux, une attente déçue. Cette attente silencieuse qui brise plus sûrement qu'un cri. Elle les conduisit dans une ruelle un peu en retrait où une grille protégeait un escalier abandonné. Là, elle les installa, sortit une couverture et les couvrit au mieux. Les jumeaux restèrent assis, les jambes croisées, regardant dans le vide. Claire s'éloigna de quelques pas comme pour retrouver de l'air. Elle sentait sa poitrine se serrer, ses pensées tourbillonner comme un vent noir. Elle pensa à ces jours où elle avait encore de quoi remplir une boîte à goûter, où Léo riait aux éclats en renversant son chocolat, où Jules chantait des comptines mal apprises. Aujourd'hui, leurs joues pâlissaient, leur voix se faisait discrète, comme si la faim leur avait volé l'enfance. Elle serra les poings, sentit les larmes monter, mais les ravala. Encore, toujours, à cet instant précis, quelqu'un s'arrêta de marcher. Elle n'y prêta pas attention d'abord, trop habituée aux semelles pressées, aux arrêts curieux vite repris. Mais celui-ci ne bougeait pas. Elle tourna la tête. C'était un homme d'environ 40 ans, vêtu d'un long manteau de laine noire. Des chaussures sobres, mais manifestement chères, un sac en cuir fin à l'épaule. Son visage était calme, rasé de près, et ses yeux fixaient non pas elle, mais les enfants. Ce regard ne contenait ni pitié ni dégoût. Il y avait autre chose. Une forme d'écoute, comme s'il voyait vraiment. Claire fronça les sourcils, recula légèrement. « Vous allez bien ?» demanda-t-il d'une voix posée. Elle ne répondit pas. Elle ne faisait plus confiance aux hommes bien habillés. Trop de promesses, trop d'humiliation, trop de regards qui ne voyaient que leur propre vertu en tendant une pièce ou un sermon. L'homme resta à distance, ne fit pas de geste brusque. Après quelques secondes, il sortit de son sac un croissant encore chaud, emballé dans une serviette en papier et le tendit doucement. Pour eux, Claire hésita. Les enfants levèrent les yeux, et Jules fit un petit pas en avant. Elle l'arrêta d'un bras. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, méfiante. L'homme sourit légèrement, mais son regard restait grave. « Parce que j'ai 2 jambes, 2 bras, un peu d'argent. Et eux, ils ont faim. Ce n'est pas plus compliqué que ça. » Elle fixa le croissant, puis les yeux de l'homme. Pas de caméra, pas de téléphone sorti. Juste ce geste. Elle prit lentement le croissant et le donna à Léo,
qui le partagea aussitôt avec son frère. Les deux enfants mangèrent en silence, avec une concentration religieuse. Le goût du beurre sur leurs lèvres, le croustillant sous leurs dents. Claire les regarda, le cœur tordu d'un mélange de douleur et de soulagement. Quand elle releva la tête, l'homme était toujours là. Il ne parlait pas, il observait simplement. Puis après un instant, il hocha doucement la tête et tourna les talons. Il s'éloigna d'un pas lent, laissant Claire dans un tourbillon de doute. Elle ne savait pas encore que cet homme allait tout bouleverser. Mais ce regard qui ne fuyait pas, venait de fissurer un mur qu'elle croyait indestructible. Paris, cet après-midi-là, ressemblait à un tableau figé. Les voitures roulaient avec la lenteur d'une ville engourdie. Les passants défilaient, emmitouflés dans des manteaux sombres, et les vitres des boutiques reflétaient un ciel sans couleur. Étienne Morel marchait seul, les mains dans les poches, son souffle se condensant en volutes régulières. Il portait son long manteau de laine, celui qu'il utilisait souvent pour ses promenades sans but, et ses baskets blanches impeccablement propres contrastaient avec la saleté du trottoir. Il venait de quitter une réunion houleuse dans les bureaux de sa société, où les actionnaires avaient exprimé leur impatience face à une baisse temporaire des rendements. Il n'avait pas répliqué. Il avait simplement écouté, hoché la tête, pris ses affaires et quitté la salle sans un mot. Ces moments de fuite étaient devenus une habitude. Il arpentait les rues au hasard, souvent dans les quartiers les plus denses de la ville. Il observait, silencieux, les visages qui passaient, les existences croisées l'espace d'un regard. Cela l'apaisait plus que n'importe quelle séance de méditation ou verre de vin dans un restaurant étoilé. Ce jour-là, son chemin l'avait mené vers la butte Montmartre. En descendant la rue de Clignancourt, il tourna à droite puis à gauche, sans logique. Il n'aimait pas suivre les rues qu'il connaissait trop bien. Il cherchait toujours des visages inconnus, des lieux imprévus, comme si quelque chose d'essentiel pouvait s'y révéler. C'est ainsi qu'il la vit. Assise près d'un escalier métallique, entre deux conteneurs rouillés, une jeune femme serrait contre elle deux enfants. Ils ne criaient pas, ne pleuraient pas, ne demandaient rien. Ils regardaient droit devant eux, les yeux ouverts, mais sans expression. Étienne s'arrêta net. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans cette scène, et pourtant il ne pouvait détourner le regard. Il se sentait aspiré par une forme de silence brut, une absence de spectacle. Pas de mendicité ostentatoire, pas de panneaux, pas de gestes désespérés. Juste une mère et ses enfants, immobiles, comme s'ils attendaient quelque chose que le monde avait oublié de livrer. Il resta là plusieurs minutes, sans bouger. Les passants le contournaient, croyant peut-être qu'il regardait son téléphone ou qu'il attendait quelqu'un. Mais lui ne regardait rien d'autre que cette femme, son dos voûté, ses mains posées sur les épaules des enfants, ce regard fixe qu'elle projetait vers un horizon absent. Quelque chose en lui s'était déplacé. Il connaissait ce sentiment. C'était rare, mais il survenait parfois. Cette impression que le moment présent contenait un poids inhabituel, comme si le temps lui-même suspendait son souffle. Étienne s'approcha lentement, gardant une distance prudente. Il sortit un croissant de son sac. Il en avait acheté 2 en passant devant une boulangerie, sans faim réelle, et le tendit sans un mot. La femme leva les yeux, méfiante, puis accepta, après une hésitation, avant de le donner à l'un des enfants. Étienne sentit une tension étrange se dissiper, comme si un fil invisible venait d'être tiré. Il observa les jumeaux manger avec une lenteur presque cérémonielle. Il ne savait pas encore comment, mais il sentait que cette image allait rester imprimée en lui. Il resta encore un moment puis s'éloigna. Mais à peine quelques mètres plus loin, il se retourna. La femme avait baissé les yeux vers ses enfants et à cet instant précis, quelque chose changea en lui. Il ne s'agissait pas de pitié. Il avait toujours fui ce sentiment, le trouvant condescendant. Non, c'était autre chose, une curiosité douloureuse, presque intime. Il ne connaissait pas leur histoire, ne savait rien de leur prénom, mais il avait vu ce qu'il appelait la fissure, cette faille dans la surface de la réalité, cet endroit où les gens cessent d'exister aux yeux du monde. Et cette femme, avec ses 2 enfants silencieux, venait d'ouvrir cette fissure sous ses yeux. Il reprit sa marche, mais son esprit était ailleurs. Toute la soirée dans son appartement du Marais, il n'arriva pas à se concentrer. Les dossiers restaient fermés sur son bureau, les appels sans réponse. Il se retrouva à chercher sur Internet des articles sur la pauvreté infantile à Paris, à regarder les chiffres, les statistiques, les photos de centres d'accueil. Rien ne comblait le vide. Il se rendit compte qu'il ne cherchait pas des données, mais un moyen de retourner là-bas,
de revoir ce visage, cette scène. Ce soir-là, il rêva d'un banc sous la pluie, d'enfants aux yeux immenses, d'une ville sourde qui marchait sur les silences. Au réveil, il sut qu'il devait y retourner. Il n'avait pas de plan, pas de stratégie. Juste une envie irrépressible d'en savoir plus. Pas pour apaiser une conscience. Pas pour construire une campagne marketing. Pour lui, simplement. Parce que ce regard qu'il avait croisé, celui de la femme, l'avait frappé avec plus de force que tous les discours d'experts ou les images de télévision. Et parce que ce genre de rencontre, il le savait, ne se produisait pas 2 fois. Le lendemain, à la même heure, il prit le même chemin avec un sac un peu plus lourd, quelques vêtements propres, 2 boîtes de repas et une adresse imprimée sur un papier plié en 4. C'était un début, rien de spectaculaire, juste un pas dans la bonne direction. Le ciel s'assombrissait lentement lorsque Claire vit l'homme approcher une seconde fois. Elle était assise au même endroit, dans le recoin de cette rue grise entre 2 bâtiments de briques salis par le temps. Les jumeaux, Léo et Jules, dessinaient des formes imaginaires sur le sol avec des cailloux, leurs gestes lents témoignant d'une fatigue ancienne. Claire, de son côté, scrutait l'horizon comme on guette la fin d'un supplice. Lorsqu'elle reconnut la silhouette de l'homme au manteau de laine, elle sentit son estomac se contracter. Pourquoi revenait-il? Quel intérêt pouvait-il bien trouver dans une femme sans abri et 2 enfants qu'on ne remarquait même plus? Étienne s'approcha sans brusquerie, un petit sac en toile dans la main gauche. Il s'arrêta à une distance respectueuse et salua d'un hochement de tête. Claire le fixa avec une froideur polie, sans répondre. Elle avait appris à se méfier des gestes bienveillants. Ils étaient souvent suivis de conditions, de jugements ou de tentatives de se faire valoir aux dépens des autres. Étienne, pourtant, ne prononça pas de mots inutiles. Il posa doucement le sac sur le sol, ouvrit la fermeture et en sortit une petite boîte en plastique. À l'intérieur, une quiche encore tiède et 2 morceaux de pain. Il sortit ensuite 2 petites bouteilles d'eau et un yaourt. Tout cela, il le tendit vers Claire avec lenteur, comme s'il avait peur de la heurter. « Je me suis dit qu'ils aimeraient manger quelque chose de chaud aujourd'hui, » dit-il simplement. Claire ne bougea pas. Elle observa l'homme comme on observe une énigme trop complexe. Son instinct lui criait de refuser, de se replier, de protéger ce qu'il lui restait de dignité. Mais les enfants avaient levé les yeux. Jules s'était arrêté de dessiner et Léo s'était redressé légèrement, l'air intrigué. Claire vit dans leur regard une lueur qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, une attente, presque un espoir. Elle soupira, tendit une main prudente et prit la boîte. Elle n'osa pas remercier, mais Étienne ne sembla pas s'en offusquer. Il resta debout, sans bouger, les mains dans les poches. « Je m'appelle Étienne », ajouta-t-il après un instant. Claire ne répondit pas. Elle déballa lentement la nourriture, coupa la quiche en 2 et la donna à ses enfants. Ils commencèrent à manger avec application, les yeux baissés, concentrés sur chaque bouchée. Étienne les regardait sans insister, sans poser de questions. Il s'agenouilla au sol, laissant une distance entre eux, et sortit de sa poche un petit carnet noir, dans lequel il griffonna quelques notes sans vraiment y penser. Claire finit par murmurer presque à contre-cœur « Claire ». Étienne releva la tête, surpris. Il n'avait pas espéré une réponse si vite. Il esquissa un sourire mais n'ajouta rien. Il sentait que la confiance, ici, était une matière fragile, qu'un mot de trop pouvait la briser pour de bon. « Ce sont vos enfants » demanda-t-il avec douceur. Elle hocha la tête. « Léo et Jules ». Étienne répéta leurs prénoms comme pour les ancrer dans sa mémoire. Les jumeaux levèrent brièvement les yeux vers lui, puis reprirent leur repas. Une brise froide traversa la rue et fit frissonner Claire. Étienne la vit se resserrer dans son manteau trop fin. Il ouvrit son sac une seconde fois et sortit 2 pulls en laine soigneusement pliés. Je ne savais pas leur taille, alors j'ai pris du large. Ce n'est pas grand-chose, mais ça tiendra chaud cette nuit. Claire serra la mâchoire. Le geste, bien que sincère, lui semblait trop. Elle avait vécu trop de moments où l'aide dégénérait en obligation. Elle avait croisé des gens qui lui offraient des vêtements, puis exigeaient des photos, des remerciements, ou pire encore. Elle voulait croire que cet homme n'était pas comme eux, mais elle n'en était pas certaine. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle sur un ton sec. Étienne la regarda longuement. Il sembla chercher les mots justes. « Parce que j'ai vu quelque chose dans vos yeux hier, et parce que je me suis dit que si moi je ne fais rien, qui le fera ?» Claire resta silencieuse. Elle voulait lui dire qu'elle avait entendu 1000 fois cette phrase, qu'elle ne croyait plus aux bonnes intentions,
qu'elle avait appris à survivre sans dépendre de quiconque. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait qu'il ne ressemblait pas aux autres, qu'il était peut-être sincère, qu'il n'attendait rien. « Vous voulez quoi en échange ?» lança-t-elle, défiant. Étienne haussa les épaules. « Rien, juste que vous les laissiez porter ces pulls. Il fait froid cette nuit. » Claire prit les vêtements sans un mot. Elle les examina, les déplia et les tendit aux enfants. Ils les enfilèrent sans discuter, trop heureux d'avoir quelque chose de chaud sur le dos. Léo frotta ses manches contre ses joues et sourit timidement. Jules fit un petit signe de tête à Étienne. Ce geste si simple brisa quelque chose dans l'atmosphère figée du moment. Étienne répondit d'un sourire discret. Il resta encore quelques minutes, puis se leva. Il sortit une feuille pliée de sa poche et la posa près de la boîte vide. « C'est l'adresse d'un centre d'hébergement pas très loin d'ici. Ils ont des lits disponibles ce soir, si jamais vous décidez d'y aller. » Claire le regarda partir sans répondre. Elle prit le papier sans le lire, le glissa dans sa poche. Elle n'avait aucune intention d'y aller, pas encore. Trop de mauvaises expériences, trop de promesses non tenues. Mais ce soir-là, quand Léo se mit à tousser, une toux sèche et persistante, elle ressortit le papier froissé. Elle le fixa longuement. Elle regarda ses enfants dormir l'un contre l'autre sous une couverture trop fine, et pour la première fois depuis des semaines, elle hésita. Elle ne savait pas encore que cette hésitation allait redéfinir tout le cours de sa vie. Mais au fond d'elle, une certitude fragile commençait à germer. Peut-être, juste peut-être, qu'il restait une chance. La nuit était tombée sur Paris comme un rideau opaque. Le grondement lointain des voitures se mêlait aux éclats isolés de voix dans les rues adjacentes. Claire n'avait pas bougé depuis le départ d'Étienne. Elle tenait toujours le papier plié dans sa main, comme si elle attendait un signal invisible. Le nom du centre d'hébergement inscrit à l'encre noire paraissait irréel. Elle avait connu tant de désillusions que l'idée même de se présenter quelque part, d'expliquer encore, de demander encore, lui faisait presque honte. Pourtant, la toux sèche de Léo, de plus en plus insistante, creusait en elle un doute insupportable. Le vent s'intensifia, faisant claquer un volet au-dessus d'eux. Jules gémit dans son sommeil. Claire se leva lentement, glissa les affaires dans le vieux sac de sport qu'elle avait récupéré un mois plus tôt dans une benne et secoua doucement les épaules de ses fils. Les deux garçons s'éveillèrent avec difficulté, leurs paupières lourdes et les joues rougies par le froid. Elle ne dit rien. Elle les aida à remettre leurs chaussures, les enroula dans une couverture et commença à marcher, tenant le papier comme une boussole fragile. La distance entre leur recoin de fortune et le centre indiqué n'était pas grande, à peine 15 minutes à pied, mais chaque pas semblait peser le double. Claire jetait des regards autour d'elle, guettant les voitures, les policiers, les gens pressés. Elle avait l'impression de transgresser une règle non écrite, celle de rester à sa place, dans l'ombre, loin des endroits où on pouvait être vu. Pourtant, elle avançait, guidée par une nécessité plus forte que la peur. L'immeuble était ancien, avec une façade grise percée de fenêtres étroites. Une lumière pâle filtrait par l'entrée où une affichette plastifiée indiquait « Centre d'hébergement municipal, accueil d'urgence ». Claire inspira profondément et poussa la porte. L'intérieur était propre mais froid, impersonnel. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux courts et aux lunettes rectangulaires, leva les yeux de son bureau. « Bonsoir », dit Claire d'une voix faible. « J'ai 2 enfants. On m'a dit que vous aviez de la place. » L'employé la regarda quelques secondes sans sourire, puis consulta une fiche. « Vous avez de la chance. 2 lits superposés sont encore libres. Suivez-moi. » Claire n'osa pas demander combien de nuits elle pourrait rester, ni quelles conditions s'appliquaient. Elle se contenta de suivre le couloir, ses pas résonnant sur le carrelage. Léo toussait à intervalles réguliers. Jules, lui, regardait autour avec des yeux ronds, comme s'il entrait dans un monde oublié. La chambre était petite mais propre. 2 lits superposés, une table, une armoire métallique, rien d'autre. Mais pour Claire, c'était une oasis. Elle aida ses enfants à se mettre en pyjama, les mêmes vêtements qu'ils portaient sous leurs habits, et les installa sous les couvertures. Elle resta un moment assise sur le rebord du lit, les regardant s'endormir. Léo toussait encore, mais sa respiration semblait plus calme. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était à l'intérieur, dans un lit, dans une chambre fermée, avec une porte qui pouvait se verrouiller. Ce simple fait, une serrure, 4 murs, un oreiller, lui donnait presque le vertige.
Elle s'allongea, habillée, incapable de fermer l'œil. Les images de la rue, d'Étienne, de la boulangerie, du regard de ses enfants quand ils ont mangé ce croissant, tournaient dans sa tête. Elle se demanda pourquoi cet homme était revenu. Pourquoi il ne s'était pas contenté d'un geste ponctuel. Ce genre de gens, elle les croyait rares, presque fictifs. Le lendemain matin, elle se réveilla avant l'aube. Les jumeaux dormaient encore, profondément, leur visage enfin détendu. Elle resta un long moment à les observer, réalisant à quel point le sommeil les transformait. Ils redevenaient les enfants qu'ils auraient dû être, des enfants normaux, pas des survivants de trottoir. En bas, on servait un petit déjeuner modeste, pain, confiture, un bol de lait. Claire hésita à sortir de la chambre, mais la faim de ses fils fut plus forte. Ils descendirent, main dans la main. Aucun regard malveillant, aucun commentaire, juste des gens fatigués, comme eux mangeant en silence. Après le repas, un éducateur leur proposa une activité pour enfants. Claire, d'abord méfiante, accepta. Les garçons furent emmenés dans une salle colorée. Elle les vit s'asseoir à une table, crayons en main. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une larme lui monter aux yeux, qu'elle essuya discrètement. Le reste de la journée passa sans événement majeur. Mais chaque minute dans ce lieu, chaque geste simple, se laver, manger, être appelé par son prénom, résonnait comme une révolution intime. Elle comprenait que sa perception du monde, longtemps figée dans la survie, était en train de se fissurer. Elle ne savait pas encore si cela durerait, mais quelque chose avait été amorcé. Ce soir-là, dans la petite chambre, Claire ouvrit enfin le papier qu'Étienne lui avait laissé. Au verso de l'adresse, il y avait quelques mots manuscrits. Parfois, le changement commence par une porte qu'on ose franchir. Elle relut la phrase plusieurs fois, comme une prière. Puis elle replia le papier et le glissa sous l'oreiller. Demain serait un autre jour. Mais pour la première fois depuis des mois, demain ne lui faisait plus peur. Le troisième matin passé au centre d'hébergement commençait à peine que Claire sentit un changement dans l'air. Tout semblait identique à première vue. Les mêmes couloirs blanchis à la chaux, les mêmes voix fatiguées des travailleurs sociaux, les mêmes murmures des autres résidents, chacun préoccupé par sa propre survie. Pourtant, à mesure qu'elle descendait les escaliers pour aller chercher le petit déjeuner des jumeaux, elle sentit les regards se poser sur elle avec une intensité inhabituelle. Une employée, d'ordinaire indifférente, lui adressa un sourire presque inquiet. Un autre, dans le réfectoire, la salua avec un ton curieusement précautionneux. Claire fronça les sourcils. Quelque chose avait changé, et elle ne savait pas encore quoi. Elle comprit quelques minutes plus tard, lorsqu'une jeune femme du personnel lui tendit son téléphone. « Vous êtes au courant ?» demanda-t-elle. Claire secoua la tête. L'écran affichait une page de site d'actualité. En haut, une photo. Elle reconnut immédiatement la scène. Elle, assise sur le trottoir, Léo et Jules blottis contre elle, et Étienne, à genoux, tendant un croissant aux enfants. L'image était parfaitement cadrée, comme sortie d'un documentaire, et pourtant Claire n'avait vu aucun appareil ce jour-là. Le titre s'étalait en lettres noires. Un PDG parisien offre un repas à une mère sans abri. Geste sincère ou stratégie d'image. Elle sentit une chaleur monter dans ses joues. L'article décrivait la scène en détail, mentionnait le nom complet d'Étienne Morel, fondateur de la start-up Nexilis, connu pour ses engagements écologiques et son image de patron humaniste. L'article se concluait sur une série de commentaires anonymes, certains saluant l'humanité du geste, d'autres questionnant ses intentions. Mais ce n'était pas le débat sur Étienne qui la troubla, c'était cette photo, cette mise à nu publique, cette intrusion dans un moment intime, un moment qu'elle n'avait jamais voulu partager. En sortant du réfectoire, Claire trouva 3 journalistes sur le trottoir, à côté de l'entrée du centre. Ils ne l'avaient pas vue tout de suite. Dès qu'ils la reconnurent, l'un d'eux s'approcha avec un micro. « Claire, vous êtes Claire, n'est-ce pas ? Un mot sur cette rencontre avec Étienne Morel ? Comptez-vous accepter une aide plus durable de sa part ?» Elle recula, serra les dents et tourna les talons sans répondre. Elle entra rapidement dans le bâtiment, remonta les escaliers 4 à 4, le cœur battant. Elle se sentait trahie, exposée, souillée. Ce geste, ce croissant, ce moment si fragile, tout avait été transformé en marchandise médiatique. Les regards des autres résidents n'étaient plus les mêmes. Certains affichaient de la jalousie, d'autres de la curiosité, d'autres encore de la suspicion. Ce soir-là, alors qu'elle lisait un livre à voix basse aux jumeaux pour les aider à s'endormir, on frappa à la porte.
Elle hésita avant d'ouvrir. Étienne se tenait là. Il portait son manteau habituel, ses traits tirés par la fatigue. Il lui tendit une enveloppe brune. « Je suis désolé, dit-il avant même qu'elle ne parle. Je ne savais pas qu'on avait pris cette photo. Je n'ai jamais contacté la presse. Je ne voulais pas. » Ça. Claire garda le silence. Elle lui fit signe d'entrer. Il referma la porte doucement, resta debout à quelques pas du lit. « Ils t'ont déjà approché ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il ferma les yeux un instant, comme accablé par sa propre impuissance. « Je peux les faire taire, j'ai des avocats. Mais les réseaux, les sites, c'est incontrôlable. Ce que je peux faire, c'est t'offrir de la sécurité, pas de la pitié, une vraie opportunité. » Il déposa l'enveloppe sur la table. Dedans, il y a une lettre de recommandation et une proposition. Une formation courte, 3 semaines, rémunérée. Ensuite, si tu veux, un poste d'assistante administrative chez Nexilis. Rien d'obligatoire. Tu peux refuser. Mais c'est sincère. Claire resta figée. Les mots ricochaient dans son esprit sans y pénétrer. Une formation, un travail, un avenir. Cela semblait trop vite, trop soudain. Étienne, sentant sa confusion, ajouta « Je te demande juste d'y penser et de me faire confiance, même un peu. Je ne cherche pas à faire parler de moi. Je veux simplement réparer quelque chose que le monde laisse briser. » Il la regarda un moment encore, puis quitta la chambre sans insister. Claire resta seule, debout, les mains tremblantes. Elle ouvrit l'enveloppe. Les mots y étaient simples, directs, rédigés avec une honnêteté qu'elle sentait authentique. Mais elle savait que toute décision aurait un prix. Elle savait aussi que rester immobile, à ce stade, était déjà un choix. Les jours suivants furent traversés par le tumulte. Les journalistes revinrent, puis s'éloignèrent, remplacés par des curieux, des assistantes sociales, des recruteurs d'associations. Certains l'appelaient « le visage de la misère moderne », d'autres « la mère courage ». Elle ne voulait être ni l'un ni l'autre, elle voulait juste redevenir Claire. Une femme, une mère, une personne debout. Finalement, un matin, elle prit une décision. Elle mit ses enfants devant elle, leur lissa les cheveux, leur enfila les vêtements les plus propres qu'elle avait et se rendit à l'adresse indiquée sur la lettre. L'accueil fut simple, sans emphase. On lui remit un badge, un carnet de notes, un stylo. Et ainsi commença ce qu'elle n'aurait jamais imaginé 3 semaines plus tôt, sa première journée vers autre chose. Peut-être pas une vie meilleure tout de suite, mais une promesse, celle d'un demain moins flou. Le bâtiment de Nexilis se dressait comme une promesse dans le paysage parisien, une façade de verre et de métal où se reflétaient les nuages en fuite. Claire se tenait devant l'entrée, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Elle portait un manteau noir donné par une bénévole du centre, une jupe sobre et un chemisier blanc repassé à la vapeur par une autre résidente. Dans ses mains tremblantes, un sac en toile contenant un carnet, un stylo et une petite photo des jumeaux, glissés entre 2 pages comme un talisman. Elle inspira profondément, poussa la porte automatique et entra. La réception était baignée d'une lumière artificielle apaisante, les murs blancs immaculés, le sol brillant sous ses pas hésitants. Une jeune femme en tailleur l'accueillit avec un sourire poli. « Bonjour, vous êtes Claire Dumont, vous êtes attendue au 6e étage. » Elle hocha la tête, trop nerveuse pour parler, et suivit les instructions jusqu'à l'ascenseur. En montant, elle observait son reflet dans les parois métalliques. Elle ne se reconnaissait pas. Elle avait l'air d'une autre femme, une version d'elle-même qu'elle croyait morte depuis longtemps. Le son discret de la cloche annonça le 6e étage. Elle sortit et fut accueillie par une responsable des ressources humaines, Madame Bérard, une femme énergique au regard attentif. « Claire, bonjour. Nous allons commencer doucement. Vous intégrerez pendant 3 semaines notre programme d'initiation aux procédures internes. Vous ne serez pas seul, d'autres candidats viennent de parcours différents. Ici, personne ne juge, on travaille. D'accord ?» Claire acquiesça. Elle suivit la RH dans un open space bordé de salles vitrées. Tout était propre, ordonné, fluide. On lui présenta son poste, un petit bureau partagé avec 2 autres stagiaires, un ordinateur, un dossier à consulter. Les autres présents lui adressèrent un regard cordial, sans insistance. Elle s'assit, inspira profondément et ouvrit le dossier. Les premières lignes la ramenèrent à des souvenirs d'études, des bilans comptables simples, des tableaux de gestion. Quelque part au fond d'elle, une mémoire endormie s'éveillait. Les premiers jours furent rudes. Claire luttait contre le vertige de l'inconnu.
Elle ne comprenait pas tous les termes techniques, elle craignait de mal faire, elle s'excusait sans cesse. Mais elle arrivait à l'heure, toujours. Elle restait concentrée, notait tout, posait des questions avec prudence. Le soir, elle rentrait au centre, éreintée mais déterminée, et racontait à Léo et Jules ce qu'elle avait appris. Les enfants l'écoutaient avec fascination, comme si leur mère devenait peu à peu un personnage de conte. Un matin, alors qu'elle commençait à s'habituer au rythme, une erreur se produisit. Claire avait été chargée de compiler les données financières de 3 trimestres pour un rapport interne. Pressée, mal assurée de la procédure, elle copia des chiffres erronés dans un tableau qui fut ensuite transmis à un cadre supérieur. Quelques heures plus tard, elle fut convoquée dans une salle de réunion. Le responsable, un homme strict à l'allure impeccable, posa le dossier devant elle. « Ces chiffres sont inexacts. Ce genre d'erreur ralentit tout un processus. Vous comprenez que cela peut coûter cher. » Claire sentit son visage se crisper. Elle balbutia des excuses, se confondit en justifications. Mais rien ne changea le ton glacial de l'homme. Ce n'est pas acceptable. Même en stage, on n'attend plus de rigueur. Elle sortit de la pièce brisée. Elle retourna à son bureau, les mains moites, le regard flou. Elle rangea ses affaires lentement, avec l'intention de ne pas revenir. Le poids de l'échec, une fois de plus, la ramenait à la rue, à l'humiliation, au sentiment de ne jamais pouvoir sortir du cycle. Mais ce soir-là, en rentrant au centre, elle trouva ses fils assis dans un coin, crayon en main, fiers de lui montrer leurs dessins. Des maisons colorées, des cœurs, un soleil énorme au-dessus de 3 figures tenant des mains. « C'est nous, maman. Et ça, c'est toi au travail. » Elle sentit sa gorge se nouer. Elle n'avait pas le droit d'abandonner. Pas cette fois. Pas après être arrivée jusque-là. Le lendemain, elle retourna au bureau. Elle s'excusa de nouveau, proposa de corriger le rapport, de reprendre les données depuis le début. Le cadre, surpris, accepta sans enthousiasme, mais sans la renvoyer. Elle passa toute la journée sur le dossier, vérifia chaque chiffre, chaque ligne. Le soir, elle le rendit. Il n'y eut pas de compliments, mais plus d'erreurs non plus. Les jours suivants furent moins durs. Elle commença à trouver son rythme, à comprendre les logiciels, à anticiper les demandes. Elle ne brillait pas, mais elle avançait. Étienne, qu'elle croisait rarement dans les couloirs, lui adressait un sourire discret à chaque fois. Il ne s'immisçait pas, ne faisait aucune remarque. Mais sa présence, silencieuse, était un ancrage. À la fin des 3 semaines, on lui proposa de prolonger le stage en contrat temporaire. 3 mois, avec un salaire modeste mais stable. Elle accepta. Ce soir-là, au centre, elle prépara un petit gâteau avec les moyens du bord et le partagea avec les enfants. Ils fêtèrent cette nouvelle comme un miracle. Ce n'était pas encore la sortie du tunnel, mais c'était une lumière au loin, un point fixe vers lequel marcher. Pas à pas, Claire redevenait quelqu'un d'autre. Pas celle qu'elle avait été, mais celle qu'elle voulait devenir. Les semaines suivantes se déroulèrent dans une routine nouvelle que Claire apprenait à apprivoiser. Tous les matins, elle se levait à 6h30, réveillait doucement Léo et Jules, les habillait, préparait un petit déjeuner simple avec ce que le centre mettait à disposition, puis les emmenait à l'école élémentaire du quartier où une assistante sociale avait réussi à les inscrire en urgence. Après cela, elle prenait le métro jusqu'au siège de Nexilis, passait sa carte à l'entrée, montait au 3e étage et s'installait à son poste. Claire prenait son rôle à cœur. Elle notait tout dans un petit carnet à couverture bleue, posait des questions discrètes mais pertinentes, revérifiait chaque tâche qu'on lui confiait avant de la soumettre. Sa prudence, mêlée à une volonté farouche de ne plus échouer, lui valait un respect silencieux de ses collègues. Personne ne la plaignait, personne ne l'acclamait. Elle était devenue une figure discrète mais constante dans le flux quotidien du service administratif. Mais cette attention constante à chaque détail, cette peur de l'erreur, devenait une tension latente qui ne la quittait jamais. Elle dormait peu, ruminait ses performances la nuit, notait des procédures sur des fiches qu'elle relisait dans le métro. Le moindre froncement de sourcils d'un supérieur suffisait à faire naître en elle une spirale de doute. Cette peur, elle la masquait derrière des sourires prudents, des phrases courtes, une application quasi maniaque. Un mardi matin, alors que la pluie battait les vitres du bureau, Claire reçut un courriel urgent de M. Delattre, un des directeurs du département logistique. Il lui demandait de traiter une série de données liées aux fournisseurs du trimestre précédent. Ces chiffres devaient être compilés dans une présentation destinée à une réunion stratégique le lendemain.
Claire se sentit honorée de la confiance qu'on lui accordait, mais aussi submergée par la pression. Elle s'isola dans une salle annexe, se concentra pendant des heures, croisa plusieurs tableaux, relut les documents. Vers 18 heures, elle envoya le rapport finalisé. Le lendemain matin, elle fut convoquée dans une salle de réunion au 6e étage. À peine la porte franchie, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Delattre feuilletait des feuilles avec nervosité. À ses côtés, 2 cadres supérieurs regardèrent Claire avec sévérité. « Vous avez inversé les colonnes de chiffres pour les fournisseurs allemands et espagnols », déclara l'un d'eux. « Et certaines données ne correspondent pas aux factures validées. » Claire sentit le sang quitter son visage. Elle balbutia une justification, parla d'un doublon, d'une erreur d'importation de fichiers. Mais les visages en face d'elle ne montraient aucune indulgence. Ce genre d'erreur remet en question la fiabilité du service. « Vous êtes consciente de l'impact ?» poursuivit un autre. Elle se sentit ravalée à une transparence blessante. Elle s'excusa, promit de corriger, mais les mots lui semblaient vides. Elle ressortit de la pièce comme si elle glissait hors d'elle-même. Dans l'ascenseur, elle étouffa un sanglot. Tout s'effondrait. Tous ses efforts, toutes ses nuits blanches, réduits à une colonne mal placée. Elle retourna à son bureau, récupéra ses affaires et quitta le bâtiment sans un mot. Elle marcha pendant des heures dans Paris, sans but. Les passants, les lumières des vitrines, le bruit des voitures, tout lui semblait étranger. Elle revivait la scène encore et encore, la voix sèche du directeur, les regards fermés, le poids du jugement. Elle pensa à Léo et Jules, à leur enthousiasme le matin, à leurs dessins collés au mur du centre. Elle pensa à Étienne, à la première fois qu'il l'avait regardée comme une personne et non comme un problème. En fin d'après-midi, elle arriva devant l'école des jumeaux. Ils sortirent en courant, fiers de lui montrer leur cahier. Léo avait dessiné un robot et Jules avait collé une étoile dorée sur une dictée presque parfaite. Elle s'accroupit, les serra dans ses bras, les yeux brillants. « Maman, t'as l'air triste. T'as pas eu un bon jour ?» demanda Jules. Claire ne répondit pas. Elle les prit par la main et rentra au centre. Le soir, elle resta assise longtemps au pied du lit, les observant dormir. Elle pensait abandonner, quitter le stage, disparaître, revenir au silence d'avant. Mais quelque chose en elle résistait. Ce quelque chose, ce n'était plus seulement la survie. C'était la trace d'un engagement, d'un renouveau qu'elle n'avait pas le droit de trahir. Le lendemain, à la première heure, elle retourna au siège de Nexilis. Elle entra, traversa le hall, monta au 6e étage et frappa à la porte de Delattre. « Je souhaite assumer l'erreur et corriger le rapport, si vous me le permettez. » Il la regarda longuement, puis lui tendit le dossier. « Vous avez 1 heure. » Elle s'installa dans la salle d'à côté, les mains tremblantes, et recommença tout depuis le début. Elle vérifia ligne après ligne, croisa les fichiers, valida les chiffres. 1 heure plus tard, elle revint. Le rapport était juste. Delattre le prit sans un mot, mais elle avait franchi une frontière invisible. En fin de journée, elle reçut un message d'Étienne. Quelques mots simples. « Tu as fait plus que corriger. Tu as tenu debout. » Elle lut le message 3 fois. Puis elle le rangea dans son carnet bleu et reprit son travail. Elle n'était plus seulement une stagiaire. Elle devenait une force discrète, mais stable. Une femme que rien ne ferait fléchir aussi facilement. Les jours qui suivirent l'incident du rapport corrigé furent teintés d'une discrète reconnaissance. Claire, sans qu'on ne le dise explicitement, avait gagné quelque chose dans le regard de ceux qui l'entouraient. Une forme de respect silencieux. Elle ne parlait jamais de son passé, ne cherchait pas à se justifier, n'évoquait ni la rue, ni les centres d'hébergement, ni l'errance. Mais à travers sa ponctualité, sa rigueur et cette manière qu'elle avait de se concentrer avec une intensité presque douloureuse sur chaque tâche, chacun comprenait que cette femme portait un poids que peu étaient capables de supporter. Un matin, alors que le soleil entrait en ligne pâle à travers les vitres du couloir du 5e étage, Étienne Morel se tenait devant la baie vitrée de son bureau. Il avait cette habitude de commencer ses journées en observant la ville en silence, comme pour se rappeler qu'il appartenait à un monde plus vaste que les chiffres, les investissements et les échéances. Ce jour-là, son esprit revenait encore et encore vers Claire. Il se demandait d'où venait cette résilience, cette capacité de se relever sans jamais réclamer quoi que ce soit. Elle l'intriguait depuis le premier regard, mais aujourd'hui, il ressentait le besoin d'en savoir plus, non par curiosité vaine,
mais par nécessité de comprendre le fil qui liait cette femme à la fracture sociale qu'il tentait de combler depuis des années. Il demanda alors discrètement à Hélène, la responsable des ressources humaines, de lui transmettre les informations disponibles sur Claire. Rien d'intrusif, précisa-t-il, simplement les éléments nécessaires pour mieux l'accompagner, si elle acceptait de continuer à travailler pour Nexilis. Hélène, d'abord hésitante, obtempéra. Le dossier fut déposé sur son bureau dans une chemise grise, sans note superflue. Étienne l'ouvrit sans précipitation. Il découvrit que Claire avait été étudiante en comptabilité à l'université Paris-Dauphine avec un dossier académique exemplaire. Major de promotion sur ses 2 premières années, apprécié de ses professeurs, mention très bien sur la plupart des modules. Mais au début de la 3e année, une rupture brutale. Plus aucun relevé de notes. Une suspension d'inscription. Il fouilla davantage. Un rapport de police, bref mais glaçant, faisait mention d'un incendie accidentel dans un immeuble du 18e arrondissement. L'origine semblait être un court-circuit. Le feu s'était propagé rapidement dans les combles. Claire et ses enfants, alors âgés de 2 ans, avaient été évacués de justesse, mais leurs affaires, leurs papiers, leurs meubles, tout avait disparu. L'assurance avait refusé de couvrir les dommages en raison d'un litige administratif entre propriétaires et locataires. Ce fut le début de la chute. Sans domicile fixe, sans famille proche, sans ressources ni appui institutionnel, Claire s'était retrouvée dans un engrenage de refus, de lenteur bureaucratique, de nuits passées dans les halls de gare, de centres saturés, de promesses non tenues. Elle n'avait jamais déposé plainte contre personne, elle n'avait jamais sollicité d'aide juridique. Elle avait simplement tenté de survivre, jour après jour, avec ses enfants. Étienne referma le dossier et resta un long moment immobile. Il se sentit envahi par une colère froide, non contre Claire, mais contre le système, contre l'indifférence structurelle, contre cette mécanique invisible qui broie les plus vulnérables sans laisser de traces. Il pensa à sa propre sœur, à son histoire tragique, aux choix qu'il n'avait pas faits à temps, au silence qu'il n'avait pas osé briser. Et il comprit alors pourquoi la présence de Claire avait réveillé en lui cette obsession discrète mais tenace. Elle représentait une seconde chance, une réponse tardive mais essentielle à ce qu'il n'avait pas su empêcher autrefois. Il n'en parla à personne, pas même à Claire. Il garda ces informations pour lui, non par condescendance, mais par respect. Il savait que la force de Claire venait justement de ce refus de s'apitoyer sur elle-même. Lui dire qu'il connaissait son passé aurait été, à ses yeux, une trahison. Ce qu'elle lui avait donné jusqu'ici, sa confiance, même minime, était plus précieux que n'importe quel aveu. Ce jour-là, dans l'après-midi, il croisa Claire dans le couloir. Elle portait un dossier serré contre sa poitrine, avançait d'un pas rapide. Il la salua d'un hochement de tête. Elle répondit d'un regard franc, stable. Il eut envie de lui parler, de lui dire qu'il admirait ce qu'elle faisait, qu'il comprenait désormais un peu mieux la ténacité qui l'habitait. Mais il se tut. Elle n'avait pas besoin de discours. Elle avait besoin de continuité, de stabilité, de lendemain qui ne s'effondre pas au moindre souffle. Ce soir-là, Claire rentra au centre, les bras chargés de cahiers, de petits jouets reçus par ses fils à l'école. Léo avait été élu gardien du calme de la semaine et portait fièrement un badge en papier. Jules avait appris à écrire son prénom en lettres capitales. Ils racontèrent leurs histoires à tour de rôle, riant, se bousculant, heureux. Claire les regardait, émue, consciente que cette paix fragile ne tenait qu'à un fil. Mais ce fil, elle le tissait désormais elle-même, avec chaque journée de travail, chaque effort consenti, chaque silence gardé. Et pendant ce temps, Étienne, seul dans son bureau éclairé par la lumière du soir, relisait les notes du dossier une dernière fois. Il ne chercherait pas à intervenir davantage, pas pour l'instant, mais il ferait tout pour que Claire ne retombe jamais. Sans qu'elle le sache, il avait commencé à élaborer un plan, un projet plus vaste, plus structurant, dans lequel elle aurait un rôle central. Car si elle avait survécu à tout cela sans rien demander, alors peut-être qu'avec un peu de soutien, elle pourrait aussi construire pour les autres ce qu'elle-même n'avait jamais reçu. La salle de réunion du 8e étage n'était pas encore remplie, mais déjà l'atmosphère vibrait d'une tension sourde. Des bouteilles d'eau disposées à intervalles réguliers, des dossiers noirs alignés devant chaque chaise, un grand écran allumé en mode veille. Claire se tenait derrière la porte, les doigts crispés sur la lanière de son sac. Elle avait dormi à peine 3 heures. Toute la nuit, elle avait relu ses notes,
visualiser les diapositives, répétées devant le miroir crasseux de la salle commune du centre. Elle avait même récité une partie de sa présentation à voix basse pendant que Jules et Léo s'endormaient. Mais maintenant que le moment était venu, le doute l'envahissait comme un brouillard. Elle n'était pas préparée à cela. 3 semaines plus tôt, elle était encore en formation à peine intégrée dans l'équipe. Et pourtant, hier, on lui avait confié cette mission. Présenter le bilan logistique du dernier trimestre à une délégation d'investisseurs étrangers. Une responsable du département, malade au dernier moment, l'avait désignée appuyée par Delattre, qui avait reconnu la qualité de ses rapports corrigés. Ce choix avait surpris tout le monde, y compris Claire. Mais elle n'avait pas osé refuser. Par fierté, par peur de reculer, par désir aussi, même secret, de prouver qu'elle était capable. La salle se remplissait lentement. Des hommes en costume entraient, saluaient brièvement, s'installaient. Le murmure des conversations professionnelles montait comme une marée discrète. Claire prit place au bout de la table, devant l'ordinateur relié à l'écran. Elle ouvrit son fichier, vérifia les graphiques, ajusta le format de la première diapositive. Son cœur battait si fort qu'elle en sentait les pulsations jusque dans sa gorge. Puis le silence se fit. Le responsable de la réunion, un cadre au regard dur mais juste, se leva et fit une brève introduction. Il annonça que, de manière exceptionnelle, une présentation serait faite par une nouvelle recrue de l'équipe administrative, Claire Dumont. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle se leva, les jambes raides, et s'avança. Elle prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix, quand elle parla, était étonnamment claire. Elle commença par les données générales, taux de rendement, retard de livraison, optimisation prévue. Elle avait tout appris par cœur, mais ne récitait pas. Elle expliquait. Elle se souvenait de ses cours à l'université, des méthodologies, des logiques comptables. Elle retrouvait au fil des phrases un rythme intérieur qu'elle croyait perdu. Le trac ne disparaissait pas, mais il se transformait. Il devenait énergie, tension utile. Peu à peu, les regards dans la salle changèrent, d'abord attentifs, puis intéressés. Un des investisseurs prit des notes. Un autre hocha la tête à la vue d'un graphique particulièrement bien construit. Claire ajouta des observations concrètes, des pistes de solutions. Elle ne promettait rien, ne gonflait aucun chiffre. Elle exposait la réalité avec rigueur, simplicité et une forme de lucidité rare. Lorsqu'elle termina, il y eut un court silence. Puis quelques applaudissements polis mais sincères. Elle se rassit, vidée mais droite. Elle ne souriait pas encore. Elle attendait le retour, la remarque, le verdict. Il ne tarda pas. « Très clair », dit un des investisseurs étrangers avec un accent anglais marqué. « Très clair et concis. Nous apprécions l'honnêteté des données. » Un autre ajouta « Une présentation limpide, sans fioritures. Rafraîchissant, pour être honnête. » Delattre, assis au fond de la salle, se pencha vers le responsable de réunion et murmura quelque chose. Claire ne comprit pas, mais elle vit un hochement de tête, puis un regard approbateur lancé dans sa direction. La réunion se poursuivit sur d'autres sujets, mais Claire n'écoutait plus. Elle n'entendait que le bourdonnement de ses pensées, le soulagement qui l'envahissait peu à peu, comme une marée montante. Elle avait tenu, elle avait convaincu, pas avec un nom, pas avec un réseau, pas avec une histoire tragique que personne ne connaissait ici, mais avec son travail, sa compétence, sa parole. À la sortie, dans l'ascenseur, elle tomba nez à nez avec Étienne. Il ne disait rien. Il la fixa quelques secondes, puis dit simplement « J'étais là, tout le long ». Claire hocha la tête. Elle ne répondit pas. Mais son regard, lui, parlait pour elle. Ils descendirent ensemble en silence. Dans le hall, Étienne s'arrêta. « On m'a transmis le retour des investisseurs. Très positif. Tu vas recevoir un mail dans les jours qui viennent pour parler de l'étape suivante. » Elle ne demanda pas laquelle. Elle comprit que quelque chose s'ouvrait, une porte qu'elle n'aurait jamais pensé franchir. Elle le remercia d'un regard, puis tourna les talons. En sortant, elle sentit le froid sur ses joues, mais il ne la mordait plus. Elle marcha lentement vers la bouche de métro, se mêla aux passants, les yeux grands ouverts. Ce soir-là, au centre, elle retrouva ses enfants dans la salle commune. Léo avait terminé un puzzle de 100 pièces. Jules écrivait son prénom en attaché. Elle les embrassa l'un après l'autre, s'assit avec eux, sortit un petit gâteau de sa poche. Une manière simple de célébrer, sans leur dire pourquoi. Mais ils le sentirent. Ils sentaient toujours. Et pendant qu'ils partageaient ce moment, quelque part dans un tableau Excel,
Dans un agenda de direction, dans un fichier confidentiel, son nom apparaissait à côté d'une mention discrète. Candidature interne à suivre. Haut potentiel. Claire ne le savait pas encore, mais le monde qu'elle reconstruisait pas à pas était sur le point de s'ouvrir à un horizon qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le lendemain de la présentation, alors que Claire entamait une nouvelle journée de travail avec la rigueur qui la caractérisait, Étienne lui demanda, à la fin de l'après-midi, si elle acceptait de le retrouver en dehors du bureau. Il ne s'agissait pas d'un entretien formel, précisa-t-il, plutôt d'une conversation. Un moment entre deux personnes qui, désormais, partageaient quelque chose de plus que des fonctions. Claire hésita un instant, surprise, mais accepta. Il lui donna rendez-vous à 19 heures, à quelques rues du siège de Nexilis, dans un petit parc discret, ombragé par de vieux platanes, un lieu qu'il affectionnait particulièrement. Lorsque Claire arriva, il était déjà là, assis sur un banc de pierre, les mains croisées entre les genoux. Il ne portait pas de costume ce soir-là, seulement un manteau sombre et une écharpe beige enroulée négligemment autour du cou. Il se leva à son approche, lui fit un signe de tête. « Merci d'être venu. » Claire s'assit à côté de lui, droite, attentive. « Vous vouliez parler ?» demanda-t-elle sans détour. « Oui. Pas de chiffres, pas de projet. Je voulais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ici. Quelque chose d'important. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous êtes la seule à qui je peux le dire. » Claire ne répondit pas, mais son regard ne fléchit pas. Elle écoutait déjà. « Quand j'étais plus jeune, j'avais une sœur, Chloé. Elle était plus âgée que moi de 3 ans. Une fille brillante, libre, un peu sauvage. Elle a quitté la maison très tôt. Elle voulait vivre à sa manière, loin des conventions familiales. Mes parents l'ont très mal vécu. Moi, j'étais l'enfant modèle, le bon élève, le futur diplômé. Je la voyais s'éloigner, s'enfoncer dans des choix que je ne comprenais pas. À l'époque, je croyais qu'elle gâchait tout. » Il s'arrêta, regarda un couple de personnes âgées passer au loin. Elle a vécu dans des squats, puis dans la rue, à Paris, puis à Lyon. Elle m'écrivait parfois. Je ne répondais pas toujours. J'étais déjà lancé dans mes études, puis dans mes affaires. Je me disais que je l'aiderais un jour, quand je serais prêt, quand j'aurais les moyens. Mais ce jour-là n'est jamais venu. Claire sentait déjà le nœud dans la voix d'Étienne. Elle devinait la suite, sans en connaître les détails. Un matin, j'ai reçu un appel. Elle avait été retrouvée sans vie dans un couloir de métro. Hypothermie. Aucun papier sur elle. Il a fallu plusieurs jours pour l'identifier. Je suis allé la reconnaître à la morgue. Elle avait 34 ans. Il tourna légèrement la tête vers Claire. Depuis ce jour, je marche. Je marche dans les rues de Paris sans but. Pas tous les jours, pas à heure fixe. Mais dès que quelque chose me dépasse, dès que je sens que le monde m'échappe, je sors. Je cherche. Je ne sais pas. Des signes. Des visages. Quelque chose à réparer. Claire fixait le sol, les mains posées sur ses genoux. « Et vous m'avez vu un jour sur ce trottoir ?» dit-elle à voix basse. « Oui, et j'ai vu dans vos yeux ce que j'avais manqué dans ceux de ma sœur. Cette ligne fine entre la dignité et l'effondrement. Et j'ai su que je ne pouvais pas passer. » Il inspira lentement. « Je ne vous ai pas aidé par charité. Je vous ai regardé, c'est tout. Vraiment regardé. Et ce que j'ai vu m'a changé. » Claire sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas une confession légère. Ce n'était pas un geste pour se soulager. C'était un partage rare, brut, un fragment de vérité que l'on n'offre qu'une fois. « Pourquoi me dire cela maintenant ?» demanda-t-elle. Étienne répondit sans détour. « Parce que vous êtes en train de devenir quelqu'un d'essentiel ici. Parce que j'ai besoin que vous compreniez d'où vient ma volonté. Et parce que je veux que vous sachiez que ce que vous avez accompli en si peu de temps, ce n'est pas seulement admirable. C'est un rappel vivant que rien n'est figé. Que le pire n'est pas une fin, mais parfois un passage. » Claire resta silencieuse. Elle se rappelait chaque nuit passée dehors, chaque matin où elle s'était sentie invisible, chaque humiliation muette. Elle se rappelait surtout le jour où Étienne lui avait tendu ce croissant, sans poser de questions, sans fuir son regard. Ce geste avait ouvert une porte. Ce soir, ces mots en ouvraient une autre. « Je ne vous remercierai pas, dit-elle enfin. Pas comme on remercie un sauveur, parce que je ne suis pas sauvé, je suis en marche. Mais je vous reconnais, et je reconnais ce que vous avez perdu. C'est peut-être pour ça que je vous écoute. » Étienne acquiesça. Il se leva, ajusta son manteau. « C'est tout ce que je voulais dire, rien de plus. » Claire se leva à son tour. Ils se regardèrent une dernière fois, comme deux étrangers liés par un souvenir qu'ils n'ont pas vécu ensemble.
mais qu'ils partagent pourtant. Puis elle s'éloigna, ses pas calmes, la tête haute. Ce soir-là, elle ne rentra pas directement au centre. Elle fit un détour par les quais. Elle regarda la Seine, le courant tranquille sous les ponts, et pour la première fois, elle se sentit prête à imaginer autre chose. Non pas un miracle, non pas une fin heureuse, mais une vie construite, choix après choix, sans qu'on la définisse par ce qu'elle avait enduré, parce qu'elle portait maintenant aussi ce que d'autres avaient perdu, parce qu'Étienne lui avait confié sa douleur comme un feu qu'on ne laisse pas s'éteindre, et qu'elle, désormais, saurait en faire quelque chose. Les mois passèrent sans bruit, comme une marée lente et continue. Claire, désormais en contrat à durée déterminée chez Nexilis, avait trouvé une cadence stable. Ses journées étaient réglées. Déposer les jumeaux à l'école, prendre le métro jusqu'au bureau, gérer les dossiers logistiques, compiler des rapports, participer aux réunions hebdomadaires, puis rentrer, cuisiner avec les enfants, corriger leurs devoirs et s'endormir épuisée mais digne. Ce rythme si banal pour d'autres était pour elle une victoire intime, silencieuse, bâtie sur des ruines. L'équipe l'avait adoptée sans fioriture. Les collègues ne parlèrent pas de son passé, mais écoutaient ses idées, sollicitaient son avis et surtout lui faisaient confiance. Claire avait prouvé qu'elle était plus qu'une histoire poignante. Elle était efficace, rigoureuse, créative. Sa capacité à rester calme dans l'urgence, à prioriser, à reformuler des documents complexes avec une clarté étonnante, avait fini par lui valoir un respect indiscutable. C'est au retour d'une réunion trimestrielle qu'Étienne, un matin, l'appela dans son bureau. Il l'accueillit avec son calme habituel, un café posé devant lui, un dossier beige ouvert. « Claire, ce que vous avez fait jusqu'ici, c'est remarquable, et ce que vous représentez l'est tout autant. Mais il est temps de penser plus loin. » Elle haussa légèrement les sourcils. Il fit glisser le dossier vers elle. « Il y a 6 mois, vous étiez dans la rue. Aujourd'hui, vous êtes une collaboratrice centrale dans ce service. Mais nous avons une opportunité, vous et moi. Une idée à transformer en projet. Je veux monter une branche sociale chez Nexilis, un programme de réinsertion professionnelle pour les femmes sans abri. Formation, accompagnement, contrat tremplin, et je veux que vous le co-dirigiez. » Claire sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était pas seulement une promotion, c'était une proposition radicale. Une passerelle entre son histoire et celle qu'elle pouvait désormais construire pour d'autres. « Vous êtes sûr de vouloir ça ?» demanda-t-elle. « Ce genre de projet, ça attire les projecteurs, la presse, les politiques, les écueils. » « Justement, je veux que ce soit réel, pas un coup de communication. Et pour ça, il faut une personne comme vous. Pas une assistante, une bâtisseuse. » Claire prit une longue inspiration. Elle regarda les documents du projet pilote. Budget prévisionnel, structure partenaire, profil des premières bénéficiaires ciblés. Tout était là, mais rien n'existait encore. Elle devrait tout monter de zéro. Elle pensa aux femmes croisées dans les couloirs des centres, aux mères silencieuses, aux jeunes filles brisées, aux regards éteints. Elle pensa à ce que cela aurait représenté pour elle, il y a encore quelques mois, d'avoir un endroit qui ne propose pas seulement un lit, mais un chemin. Elle ferma le dossier. « Je vais le faire, mais à une condition, que ce projet reste ancré dans le réel. Pas d'inspirationnel, pas de vitrine, des contrats, des formations, des logements, du concret. » Étienne sourit. « C'est exactement ce que j'espérais que vous disiez. » 3 semaines plus tard, le projet fut officiellement lancé. Il fut baptisé « Récommencement », nom choisi par Claire, un mot qui évoquait la continuité plus que la rupture. L'équipe fut constituée d'experts en insertion, d'anciens bénéficiaires, de partenaires sociaux. Le bureau du programme occupait un espace au rez-de-chaussée de Nexilis avec une entrée indépendante. Claire supervisait tout, la sélection des profils, les contenus de formation, les modalités de suivi, les indicateurs de performance. Dans le même temps, sa propre vie continuait d'évoluer. Grâce à son nouveau salaire, elle put quitter le centre. Elle trouva un petit appartement à Saint-Ouen, modeste mais lumineux, avec 2 chambres, une cuisine fonctionnelle et une vue sur un square. Léo et Jules y découvrirent leurs premiers meubles choisis, leurs premières plantes en pot, leurs premiers posters sur les murs. Le premier soir, Claire s'assit sur le canapé, les pieds nus sur le carrelage froid, les enfants blottis contre elle, et pleura. Pas de fatigue, ni de peur, de soulagement, de gratitude brute. Elle organisa les choses avec une rigueur protectrice,
Horaires fixes, menus hebdomadaires, boîte à goûter bien remplie, soirée lecture tous les vendredis. Les garçons s'adaptèrent avec une rapidité déconcertante. Ils semblaient pousser d'un coup comme des graines longtemps privées de soleil. À l'école, leurs enseignants remarquèrent leur changement d'attitude, leur concentration, leur envie. Claire, elle, s'autorisait parfois à sourire sans raison, dans le métro, en rangeant des dossiers, en écoutant les oiseaux depuis la fenêtre. Un soir, alors qu'elle classait les documents du programme Récommencement, elle reçut un message d'Étienne. Premier retour des associations. Très positif. 3 femmes déjà placées en formation. On avance. Elle répondit, et ce n'est que le début. Elle savait que d'autres obstacles viendraient, que tout pouvait encore basculer. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule, ni dans sa chute, ni dans sa montée. Elle était devenue, sans même s'en rendre compte, l'architecte d'un pont. Un pont entre l'abîme qu'elle avait connu et la terre ferme qu'elle avait atteinte. Et désormais, ce pont allait porter d'autres que Claire, d'autres que Léo et Jules. Il allait porter des femmes oubliées, silencieuses, invisibles, et leur offrir comme à elle, non pas un miracle, mais une chance, une vraie chance. Un an jour pour jour après ce matin glacé sur le trottoir de Montmartre, Claire se tenait sur la scène du Palais des Congrès, face à une salle comble. Les lumières chaudes éclairaient les rangées d'invités venus assister à la conférence nationale sur la mobilité sociale. Ministres, journalistes, chefs d'entreprise, représentants d'associations, étudiants, tous réunis pour écouter des témoignages, débattre de solutions, tracer des pistes concrètes pour l'avenir. Parmi les invités d'honneur, le projet Récommencement avait été sélectionné comme exemple pionnier d'innovation sociale réussie. Et c'était Claire, la cofondatrice, qui devait en porter la voix. Elle portait un tailleur gris clair, sobre, élégant. Ses cheveux tirés en arrière, un collier discret autour du cou, un badge épinglé à la veste. Claire Dumont, directrice du programme Récommencement. Assise dans les coulisses quelques minutes avant d'être appelée, elle tenait la main de Léo d'un côté, celle de Jules de l'autre. Les jumeaux vêtus de chemises blanches et de pantalons noirs étaient assis au premier rang. Elle leur avait promis que son discours serait court, qu'ils pourraient ensuite aller manger un éclair au chocolat à la brasserie d'en face. Mais ils savaient tous deux que ce moment n'était pas comme les autres. Quand son nom résonna dans la salle, elle se leva, monta les marches, se posta devant le pupitre. Elle balaya du regard le public, respira profondément, puis commença. « Bonjour à tous, je m'appelle Claire Dumont. Et il y a un an, j'étais invisible. » Un silence intense envahit la salle. J'étais assise sur un trottoir avec mes 2 enfants, dans le froid. Je ne tendais même plus la main, j'avais cessé de croire que quelqu'un me verrait encore comme une personne. Et puis, un homme m'a regardé. Pas avec pitié, avec attention. Il m'a tendu un croissant. Ce geste, simple en apparence, a ouvert une brèche vers un possible que je ne soupçonnais plus. Elle raconta sans pathos mais avec vérité. La descente, la rue, la honte, le centre d'hébergement, l'opportunité saisie dans la peur. Elle raconta aussi la reprise, le travail, la confiance patiemment reconstruite et enfin la création du programme Récommencement. Dans la salle, certains prenaient des notes, d'autres essuyaient discrètement une larme, mais personne ne bougeait. La parole de Claire tenait tout le monde en suspens. Aujourd'hui, je dirige un projet qui a déjà permis à 17 femmes de retrouver un emploi stable. 22 enfants ont pu être scolarisés de manière continue grâce à notre partenariat avec l'Éducation nationale. 3 mères ont quitté les centres d'hébergement pour des logements durables. Nous ne vendons pas du rêve, nous construisons du concret, jour après jour, dossier après dossier, main dans la main avec celles qui, comme moi, savent ce que c'est que de tout perdre. Elle fit une pause puis conclut « Ce que j'ai appris, ce n'est pas qu'un geste change une vie, mais qu'un regard peut tout commencer. Alors regardez autour de vous. Pas seulement aujourd'hui. Toujours. » Une ovation se leva. Claire ne bougea pas immédiatement. Elle regarda Léo et Jules, au premier rang debout, applaudissant de toute leur force. Elle descendit de scène avec une lenteur maîtrisée, salua quelques personnes, serra quelques mains. Étienne, resté en retrait, la rejoignit discrètement. « Tu as été parfaite, dit-il, la voix basse. » Elle lui répondit sans détour. Ce n'était pas un discours, c'était un remerciement à la vie. Ils échangèrent un regard chargé d'une histoire que seuls eux connaissèrent vraiment.
Puis Claire rejoignit ses fils. Ensemble, ils sortirent par une porte latérale, évitant la presse, les flashs, les sollicitations. Dehors, l'air était doux pour un mois de février. Le ciel était dégagé, presque printanier. Sur le trottoir en face du palais, Claire s'arrêta. Elle regarda les passants, les taxis, les vitrines, le monde ordinaire. Elle se rappela chaque nuit dans le froid, chaque matin sans promesse. Et elle sourit, pas parce que tout était réglé, mais parce qu'elle savait enfin qu'elle appartenait à ce monde. Quelques jours plus tard, un article dans Le Monde titrait « De la rue à la tribune. Le parcours de Claire Dumont bouleverse la France ». D'autres journaux suivirent, mais Claire ne chercha pas la lumière. Elle continua à travailler, à bâtir, à étendre le programme. D'autres villes adoptèrent le modèle de récommencement. D'autres femmes prirent la parole. Le mouvement avait commencé. Et Claire, chaque soir, rentrait chez elle à Saint-Ouen, préparait des tartines, écoutait les devoirs des garçons, repassait une chemise, ouvrait un livre. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était sienne, pleine, entière, et cela suffisait.